faut que je règle ça. Non, c'est Non. pour ça que je vous vois caché. Ouais, il est discret. Si je vous refais le cinéma muet si vous voulez. Je le mets derrière à la radio aussi. Armand, si vous avez froid, fermez la fenêtre, c'est pour aérer par rapport au changement d'équipe. En tout cas, merci à tous les deux d'être là ce matin. Le casque, c'est pour quand vous parlez au micro, parce que si vous vous déportez, vous voyez que le son, on l'entend moins bien, et voilà. Le mix, machin. C'est expliqué ça. Ouais. C'est expliqué Ce ça. matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Bienvenue au bar de l'économie. Florence Sueur au micro. Et nous sommes toujours en FM avec IDFM Radio Anguin, en vidéo live aussi sur Facebook. Et puis vous pourrez nous retrouver dès cet après-midi sur YouTube et sur notre plateforme bardeléconomie.fr. Alors aujourd'hui, plusieurs sujets. Déjà, on va parler bois, on va parler scierie, on va parler, culture du bois. Grâce à mes invités du jour. Et puis, on va mettre en avant la ville de Saint-Brice. Et pour cela, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Nicolas Leleu. Bonjour. Bonjour Florence Sueur, bonjour à tous. Vous êtes le nouveau maire de Saint-Brice-sous-Forêt. Vous êtes aussi vice-président de l'agglomération Plaine-Vallée et vice-président de l'Union des maires du Val d'Oise. Alors, la première question que je vais avoir envie de vous poser, c'est êtes-vous un maire heureux? On va parler de la vaccination, de la redynamisation d'une ville, du développement économique, d'emploi, bien sûr. Et puis, vous avez été dans l'armée, donc on parlera un petit peu aussi de votre parcours militaire, puisque vous avez été sous-marinier, entre autres. On va parler, bien sûr, du local, car votre devise, c'est consommer local. Et puis, à nos côtés, Armand Delaubière, bonjour. Oui, bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes le président de la SAS Resaire, l'unique scierie d'Île-de-France. Vous faites de l'exploitation forestière, du négoce de bois et de matériaux, une entreprise créée au XVIIIe siècle, en 1778 exactement, et vous souhaitez acquérir une nouvelle ligne de scierie 4.0 et développer une économie circulaire grâce à la valorisation de produits connexes. On va en parler bien sûr ensemble car c'est quand même un investissement de plus de 6 millions d'euros, donc ce n'est pas rien. Et puis on va parler du bois, de l'exploitation forestière française ensemble si vous voulez bien tout à l'heure. Mais avant, comme d'habitude, l'exercice des infos du jour. Et on est vendredi, alors on se détend. On va commencer avec la chronique bien-être de Céline Mestre, notre experte, et cette fois-ci sur le thème de la communication non violente. Florence, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous tous ces petits conflits quotidiens, en famille, en couple, au travail, qui sont monnaie courante, mais peut-être exacerbés en ce moment à cause du contexte morose et incertain qui influe sur nos relations avec les autres. Nous sommes en permanence en interaction les uns avec les autres et les échanges ne sont pas toujours fluides. Pourtant, avec quelques principes simples, on peut facilement passer d'une communication compliquée à une communication non violente. Aujourd'hui devenue un incontournable des livres en développement personnel, la communication non violente est un concept développé dans les années 60, notamment aux États-Unis par Marshall Rosenberg, docteur en psychologie clinique. La communication non violente est à la fois un processus, une démarche, une approche, une manière d'être et de se relier aux autres qui permet à chacun d'exprimer sa vraie nature, de vivre et d'interagir en accord avec ses valeurs et d'entrer en lien avec autrui dans une rencontre authentique parce que libérée de la peur de l'autre.
La communication non violente permettrait donc de faire de chaque échange un moment privilégié. Alors imaginez, votre mari consulte son téléphone alors que vous êtes en train de lui parler de quelque chose d'important pour vous. Peut-être que naturellement, vous pourriez vous exprimer ainsi. Une fois de plus, tu ne m'écoutes pas, ce que je te dis ne t'intéresse pas, tu peux arrêter de consulter ton téléphone quand je te parle. Pour faire de chaque échange un moment privilégié, donc pour exprimer ses véritables besoins et respecter ceux de son interlocuteur, pour communiquer sereinement en se servant de l'empathie, 4 principes simples. D'abord, observer la situation. Quand je vois que tu réponds à un SMS alors que je te parle, et puis exprimer les sentiments qu'elle provoque. Je me sens frustrée parce que... Et puis ensuite exprimer ses besoins. J'ai besoin d'attention et j'aimerais échanger sur un sujet important. Et enfin, formuler une demande concrète et positive. Est-ce que tu serais d'accord pour laisser ton téléphone de côté quand on se parle ? L'intention est donc d'établir une qualité de relation de soi à soi et avec autrui qui réveille en chacun une envie de coopérer, basée sur un élan naturel et non sur une notion d'obligation, de peur ou de culpabilité. Être habité par cette intention fait sentir à votre interlocuteur que ses besoins comptent autant que les vôtres. Plutôt que chercher qui a tort ou qui a raison, focalisez votre attention sur les 4 étapes du processus, une manière simple et puissante de désamorcer les petites tensions du quotidien. À bientôt! Voilà, c'était très important, ces 2 minutes avec Céline Mestre, d'autant en période de pandémie où on a vu que les violences dans le cercle familial et notamment envers des enfants ont énormément augmenté en 2020. Première info du jour, eh bien 500 000 nouveaux rendez-vous pour des premières injections fin février seront ouverts, a annoncé le Premier ministre hier, Jean Castex, donc, et 1,2 million de rendez-vous pour mars seront proposés. Pas de reconfinement pour l'instant. Jean Castex a annoncé que la circulation du virus pourtant ne faiblit pas. Quelques 23 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés mardi en France et 26 000 mercredi. La situation reste par ailleurs tendue dans les hôpitaux où sont accueillis près de 28 000 patients, un niveau proche des pics de vagues de l'automne et du printemps. La première livraison de vaccins AstraZeneca aura lieu dès la fin de cette semaine pour protéger les professionnels de santé et hospitaliers et de ville qui se battent en première ligne, bien sûr, contre ce virus. Leur vaccination pourra commencer dès ce samedi, a conclu Jean Castex. À noter d'ailleurs que la Suisse a demandé à AstraZeneca d'autres tests. La campagne de vaccination suit désormais un rythme soutenu, a-t-il dit hier. Nous avons vacciné plus de 100 000 personnes, dont près de 70 000 en première injection. Un nouveau kit PCR pour recenser les variants va arriver car les premiers cas du variant brésilien sont apparus, entre autres, dans le Var. Et puis aussi, un nouveau test salivaire, cette fois, va être mis en place notamment pour les enfants dès la rentrée scolaire au mois de mars, puisque les vacances commencent dès lundi. Attention, renforcement des contrôles partout, commerce, restaurant et pour le citoyen, un retour chez soi à 18h. Je vous rappelle que pour le citoyen, eh bien, une amende peut vous être donnée. Elle coûte 135 €, je vous le rappelle. Mais si un commerce viole les règles sanitaires, un commerce, je veux dire restaurant, magasin, eh bien, il sera fermé d'office pendant 1 mois. Autre annonce qui a été faite hier, le télétravail est impératif. Ça, c'est la ministre du Travail qui l'a annoncé. 5 jours sur 5 si c'est possible, car actuellement, seulement 1/3 des actifs sont en télétravail. En fait, elle remarque que les salariés se relâchent, puisque auparavant, dans la période précédente en 2020, il y avait 70% des salariés, en début novembre en tout cas, qui étaient en télétravail. Il est possible, dit-elle, de revenir 1 jour par semaine à l'entreprise seulement en cas de sensation d'isolement. 2,6 milliards de doses pour l'Union européenne, c'est l'essentiel des doses qui seront produites en Europe, dont la France pense pouvoir vacciner l'ensemble des Français d'ici la fin de l'année. La montée en puissance de la fabrication en lien avec la Commission européenne, c'est ce qu'a annoncé Agnès Pannier-Runacher hier soir, donc la ministre déléguée chargée de l'industrie. À noter aussi que la Russie n'a pas fait la demande de mise sur le marché européen de son vaccin.
Voilà. Donc, pas de reconfinement pour le moment. Le critère du Premier ministre est de protéger notre santé. Et je vous rappelle qu'il a dit qu'un reconfinement est possible si on ne respecte pas tout à fait ces règles. Nicolas Leleu, vous êtes le tout nouveau maire de Saint-Brice. Alors, la pandémie, comment ça se passe à Saint-Brice? Et puis, comment se passe surtout ce centre de vaccination que vous avez ouvert? Écoutez, ça se passe plutôt bien. Nous avions déjà, dans un premier temps, des équipes qui testaient. Voilà. Donc nous sommes passés tout naturellement des tests à la vaccination. On a cette chance, grâce à la communauté d'agglomération, d'avoir un centre commun en 3 endroits. Toutes les semaines, nous recevons nos 200 doses de vaccination. Nous sommes prêts à augmenter la cadence et nous sommes résolument proactifs pour jouer notre rôle dans ce combat qui est la lutte contre le Covid. Voilà. C'est une bonne nouvelle, tous ces vaccins qui arrivent. C'est une excellente chose. Ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est qu'on va rappeler que vous faites partie de Plaine Vallée. Il y a donc 3 centres, un donc le vôtre à Saint-Brice, un à Montmorency et un à Enghien-les-Bains. En tout cas, ce que vous venez de confirmer, c'est qu'on est toujours seulement à 200 doses pour le moment. Vous pensez, on vous êtes déjà prévenu de nouvelles doses, de l'augmentation des doses ou pas encore? Ce qui est a priori, alors ça change régulièrement, donc les annonces d'aujourd'hui ne seront peut-être pas celles de la semaine prochaine, mais effectivement, on voit bien qu'au fur et à mesure que les nouveaux vaccins vont arriver, ça va décloisonner un petit peu tous les centres et on va pouvoir vacciner un peu plus facilement. Les derniers vaccins seront aussi beaucoup plus faciles d'utilisation, ce qui sera plutôt une bonne chose, puisqu'a priori des annonces sont faites dans le sens où les pharmacies ou peut-être les personnels médicaux pourront vacciner directement. Donc je pense, les choses vont s'accélérer rapidement. En tout cas, c'est souhaitable pour pouvoir avoir une once d'espérance à la fin de l'été. Qu'en est-il pour les citoyens de Saint-Brice? Est-ce qu'ils s'inscrivent? Est-ce qu'ils sont pour la vaccination? Est-ce que vous avez des listes d'attente importantes? Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est vrai dans tous les centres. Au départ, les gens étaient assez réticents, mais finalement, quand on a commencé à ouvrir les plateformes, notamment le premier jour, les plateformes ont littéralement explosé. Voilà. Ce qui est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, il y a beaucoup de demandes. Il y a forcément du coup une liste d'attente, mais voilà, les nouveaux vaccins petit à petit vont pouvoir caler les choses et ça, je pense que ça va vite s'accélérer. En tout cas, c'est souhaitable. Merci beaucoup Nicolas Leleu. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau maire de Saint-Brice-sous-Forêt en Val d'Oise. Bruno Le Maire a déclaré, c'est une autre information, que le gouvernement réfléchit à un étalement plus important des prêts garantis par l'État, voire à les transformer en subventions, et ce sera au cas par cas. Le gouvernement est ouvert pour toutes les entreprises particulièrement touchées par la crise. L'amortissement du PGE peut également s'étaler sur une durée de 5 ans et aucun remboursement n'est exigé pendant ces 2 ans. En cas les 2 premières années, donc, en cas de report du début du remboursement, je suis prêt à regarder pour certains secteurs qui continuent à être les plus touchés par la crise et pour lesquels les montants des prêts seront les plus importants, si un échéancier plus étendu serait possible, a affirmé Bruno Le Maire devant la commission des finances du Sénat. J'engagerai les discussions avec la Commission européenne pour étudier dans certains secteurs spécifiques cet étalement, s'il peut être envisageable, a ajouté le ministre de l'Économie. Autre information du jour, le prix alimentaire, des contrôles renforcés et un mail maintenant pour signaler les abus de prix trop bas. Le gouvernement a annoncé samedi le lancement d'une adresse mail pour signaler des prix alimentaires en magasin semblant trop bas par rapport aux coûts de production et un renforcement des contrôles de la répression des fraudes. Et l'adresse, c'est tout simplement signalement@agriculture.gouv.fr. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ces annonces interviennent dans un contexte de négociation commerciale annuelle particulièrement tendue entre producteurs, industriels de l'agroalimentaire et distributeurs, alors que les coûts des matières premières flambent et renchérissent les coûts des producteurs. Du coup, les ministres ont annoncé ce renforcement de contrôle en plus de cette adresse mail que je viens de vous dire, donc signalement@agriculture.gouv.fr. Donc, la loi alimentation, c'est la loi Egalim qui a été promulguée en 2018, n'a pas protégé en fait les revenus des producteurs. Le syndicat agricole FNSEA a dénoncé les demandes de baisse de tarifs inacceptables et l'attitude
irresponsable de la grande distribution. Tout ça, je vous rappelle que c'est pour garantir le revenu de nos agriculteurs. Et c'est important parce que sinon, eh bien, on n'en aura plus dans le futur. Autre information toujours dans le domaine alimentaire, ce sont les additifs. Additifs controversés, pesticides, contaminants invisibles à l'œil nu. Ils n'ont rien à faire dans nos assiettes, il faut les interdire pour manger plus sainement. Et en plus, un nouveau scandale alimentaire arrive, c'est celui des graines de sésame. Et c'est l'association Foodwatch qui nous interpelle. Cela fait 2 mois que l'affaire du sésame contaminé à l'oxyde d'éthylène enfle à l'échelle mondiale. En fait, il est utilisé en Inde, gros producteur de sésame, et c'est un désinfectant gazeux visant entre autres à éviter la formation de moisissures. C'est la Belgique qui nous a prévenus au mois de septembre. Elle a prévenu bien sûr tous les voisins européens éberlués. La Commission européenne parle de risques graves pour la santé. Il faut donc, je vous le signale, éviter d'en acheter. La France est un peu plus tolérante et il n'y a pas de demande de retirer dans les rayons. Donc, il faut bien regarder les étiquettes. Foodwatch, en plus, nous interpelle à nouveau sur les additifs et je vous les cite. Les E150D, les E249, les E250, les E251 et 252. N'achetez pas des produits les contenant. L'association fait aussi le point sur les promesses d'ingrédients alléchants mais présents en quantité infime. Alors, il faut bien rigoler un peu, c'est pour ça que je vais vous donner quelques exemples. Le délice de courgettes aux chèvres de Liebig contient à peine 0,2% de fromage en poudre. Les gousses de vanille en poudre sucrée de Weiné contiennent à peine 30% de véritable vanille. Le reste, eh bien, ce sont des gousses épuisées et du sucre, et le tout vendu à plus de 550 € le kilo. La fondue 3 fromages, recette savoyarde de Président Lactalis, donc le groupe Lactalis, vous savez, celui sur lequel il y a eu un scandale, je vous en avais parlé à l'époque, présente 3 beaux morceaux de fromage, mais les vraies proportions dans cette fondue sont ridicules, seulement 45% d'emmental, le moins cher bien sûr, et seulement 6% de comté et 3% de tome. Et puis, le reste, c'est de l'eau à la place du vin blanc. Bref, eh bien écoutez, tout simplement, mettez vos loupes lorsque vous faites vos courses. Et je ne vous parle pas, bien sûr, des arnaques au prix ou au paquet plein de vide. Je vous propose d'aller tout voir tout simplement l'association, le site de l'association Foodwatch. D'ailleurs, il y a plusieurs pétitions et ça serait bien qu'on soit plus nombreux à les signer. Mais ils ont quand même déjà plus de 30 000 personnes qui réclament la fin de l'opacité et l'impunité permettant des scandales alimentaires. Je vous parle de ça parce qu'il y va quand même de notre santé et c'est important, notre santé, c'est notre bien-être. C'est notre bien, pour moi, le plus cher. Alors, autre info du jour, eh bien, en raison de la crise sanitaire, les expulsions locatives ne reprendront pas avant le 1er juin au lieu du 1er avril. Une trêve sur les coupures d'énergie aussi a été décidée. C'était l'annonce d'Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au logement, dans une interview aux Parisiens. Cette annonce intervient au moment où la Fondation Abbé Pierre publie son nouveau rapport. La pandémie a créé de nouvelles situations de précarité et a aggravé la situation des millions de personnes déjà pauvres et mal logées en France. Le nombre d'allocataires du RSA a augmenté de près de 10% durant l'année 2020, passant de 1,9 million à 2,1 millions de personnes. Un sondage Ipsos révèle également que 14% des Français ont eu des difficultés liées au logement, soit au paiement des loyers, soit autre chose, depuis mars 2020, et 29% expriment des craintes à ce sujet pour 2021. Alors, avant qu'une situation ne dégénère, un locataire comme son bailleur privé peuvent contacter SOS impayé de loyer et c'est accessible au 0805 160 075. C'est un numéro gratuit en France métropolitaine et cela dès le premier défaut de paiement. Par ailleurs, plusieurs dispositifs d'aide existent comme le Fonds de solidarité pour le logement qui permet au département d'accorder des aides financières aux personnes en difficulté. Je vous rappelle tout ça car avant de rentrer dans un clash avec votre bailleur, eh bien, faites-vous aider. Nicolas Leleu, peut-être en tant que maire, vous voulez intervenir sur ces problèmes de logement ? En tout cas, sur ces problèmes de précarité, il y a aussi les CCAS qui existent pour pouvoir potentiellement aider. On a régulièrement des demandes, malheureusement, mais c'est aussi le rôle d'une collectivité de savoir donner un petit coup de pouce quand il faut pour éviter la catastrophe derrière. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau maire de Saint-Brice-sous-Forêt en Val d'Oise. Autre information du jour, c'est contre le vol et le recel ou la revente illicite de bicyclettes. Le marquage des vélos vendus neufs par des commerçants doivent maintenant faire l'objet d'un marquage depuis le 1er janvier 2021. Cette obligation sera étendue aux vélos d'occasion vendus par des professionnels uniquement
À partir du 1er juillet 2021, un numéro unique sera inscrit dans une base de données répertoriant les identifiants pour retrouver plus facilement les propriétaires. Un décret est paru au journal officiel fin novembre 2020, donc il s'applique dès ce mois-ci. Enfin, dès le mois dernier, en fait. Le procédé de marquage doit garantir sa permanence et son inaltérabilité et être lisible sur un cycle en stationnement. Le numéro d'identification est inscrit aussi sur la facture et le commerçant doit remettre à l'acheteur les informations nécessaires pour que le nouveau propriétaire puisse exercer ses droits d'accès ou de rectification. Les données à caractère personnel recueillies lors de l'achat permettant d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle sont gardées par le commerçant pour que les forces de l'ordre ou un service d'objets trouvés récupèrent le vélo et puissent l'identifier. Nicolas Leleu, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes à vélo à Saint-Brice-sous-Forêt ? Les gens se déplacent de plus en plus à vélo. Par contre, pour rebondir sur ce sujet, effectivement, il y a eu beaucoup de vols de vélo ces derniers temps. Certainement dû à une raréfaction, justement, liée à ces nouveaux modes de déplacement. Donc c'est une excellente chose, ce marquage qui permettra, je l'espère, d'arrêter les trafics d'hiver sur les vélos. Voilà. Merci beaucoup pour votre commentaire. Autre information du jour, c'est à Barcelone cette fois. La justice a tranché cette semaine en faveur de Thermomix. Sa maison mère, le groupe allemand Vorwerk, avait porté plainte en mai 2019 contre l'autre groupe allemand, Lidl cette fois, pour violation de brevet avec son robot cuiseur Monsieur Cuisine. La justice espagnole a reconnu nos droits en protégeant nos brevets, se félicite Pierre-Yves Buisson, directeur général de la France où se trouve l'une des usines Thermomix. Le verdict fait tâche pour Lidl qui se vante l'origine France de ses produits. L'enseigne devra retirer son robot connecté et indemniser à Vorwerk à hauteur de 10% du chiffre d'affaires mondial de Monsieur Cuisine Connect, donc ça va leur coûter cher. Alors que le commerce a perdu 22 000 emplois en 2020 et que 62 parfumeries Nocibé vont fermer en France d'ici à 2023, le parfumeur Interparfums s'installe au 10 rue de Solferino à Paris, dans l'ex-siège historique du Parti socialiste. Un superbe hôtel particulier qui développe 3700 mètres carrés avec une cour d'honneur et une splendide façade. Une acquisition à 125 millions d'euros. L'ensemble appartenait à Apsis qui l'avait racheté en 2017 au Parti socialiste. Une jolie plus-value financière pour Apsis. Enfin, dernière information du jour, c'est la politique du gouverneur de la Banque du Japon, dite bazooka monétaire, qui a propulsé l'endettement du pays à 266%, soit 2,5 fois le ratio américain. 100% et plus du double du ratio français, 116%, et ce dans une économie sans croissance depuis des années avec une population vieillissante. Un record en l'archipel semble parfaitement s'accommoder. En 2020, le ministère des Finances avait émis 900 milliards d'euros de nouvelles dettes, soit autant que les 4 années précédentes cumulées. Et Armand Delaubière, c'est plutôt la déflation qui vous fait peur par rapport à toutes ces dettes. Moi, je me demande comment on arrivera à rembourser ça. Est-ce qu'on va dévaluer l'euro qui va dévaluer par rapport au dollar, que le dollar va dévaluer puisqu'ils viennent de remettre comme 900 milliards ici dans le plan Biden, il me semble. J'ai du mal à comprendre comment on va réussir à rembourser et est-ce qu'on remboursera finalement. Peut-être que la question se pose. Merci beaucoup Armand Delaubière. Je rappelle que vous êtes le président de la SAS Reserve, l'unique scierie d'Île-de-France. Alors, il y a une nouvelle théorie de la monnaie qui commence à apparaître et il n'est pas sûr. On verra comment ils vont réagir, mais il semblerait que de nouvelles théories pour toutes ces dettes soient à l'ordre du jour d'ici quelques mois. On attend des nouvelles sur ce sujet. Je ne vous en dis pas plus car je ne suis pas une spécialiste financière. On va tout de suite faire une petite pause musicale et puis ensuite, premier sujet du jour avec Nicolas Leleu, le nouveau maire de Saint-Gratien. Puis ensuite, on abordera la scierie et les problèmes des forêts, si on peut, avec Armand Delaubière. Si vous mettez l'air de Saint-Gratien, Julien Bachar va pas être content. Tu viens de dire ça, moi? C'est une promotion, si tu veux. Ah bah pourquoi? Là, je veux grossir en volume. Peut-être que vous allez accueillir plein de nouveaux habitants. Bon, tu peux... va falloir corriger le podcast. Oh, c'est pas très grave. Non, rien. Je ferai ça après.
il y a des jours, hein, les Le mots cumul fourches. de mandats, Pardon? vous venez d'inventer le cumul de mandats. Les communes, Ah bah peut-être que quand il y aura des manques de maires dans certaines communes, peut-être que vous pourrez assurer deux mandats dans deux communes différentes. Il y a déjà fort à faire. Des communes jumelées maintenant. Non, mais il faut que j'aille prendre un café, moi. Et c'est vrai que le métier, enfin le métier c'est pas un métier, mais le maire, La donc, je sais vocation. pas où je vais dire ça, hein, donc ça aussi bien pas, ouais, c'est un sacerdoce aujourd'hui, hein, parce que ça se complexifie quand même. C'est Agnès. Agnès. Fingers crossed. Attends, je vais chercher mon calepin pour noter, j'arrive. C'est tout poste de responsabilité hein, qui se complexifie. Ouais. Bon, mais c'est J'ai surtout reçu un les- SMS. Ah, mais bravo le maire de Saint-Gratien. Ça arrive pas du tout de la mairie haute, ça arrive d'ailleurs. Oui, après, non, mais c'est les réseaux, tout ça. C'est terrible. Terrible. Vous trouvez que les règles se complexifient plus qu'avant même? Ah oui, enfin, avant, moi j'avais pas d'expérience, mais aujourd'hui, tout est complexe. On nous demande à la fois de préserver, de construire, Et je vais vous poser la les question réseaux, justement. etc. Enfin, c'est. Ouais, tout. Rien n'est simple en fait. Hein. Peut-être les micros ils sont encore ouverts. Pardon? Peut-être les micros ils sont encore ouverts. Je ferme à cause du bruit parce que la ville va peut-être se réveiller. Non mais il y en a qui sont sourds, j'entends la musique à travers les casques là. Réglez votre Attends, selon vos. Ah oui là c'était un non, peu. mais ça, c'est ça. Non mais je sais pas. C'est tous les jours il faut que vous réglez comme vous voulez votre casque parce que si ça vous hurle dans les oreilles c'est pas agréable. Ça va être bon. Ok. Nous voici de retour après cette jolie pause musicale. Vous êtes toujours au bar de l'économie et c'était Agnès avec un extrait de son titre Finger Cross. Alors aujourd'hui, au bar de l'économie, nous abordons le problème de l'exploitation forestière et de l'unique scierie d'Île-de-France avec Armand de Laubrière, le président de la SAS Reusers. Et puis à nos côtés, Nicolas Leleu, le tout nouveau maire de Saint-Brice-sous-Forêt. Et justement, vous êtes aussi vice-président de l'agglomération Plaine-Vallée, dont vous faites partie, et vice-président de l'Union des maires du Val d'Oise. Nicolas Leleu, vous arrivez finalement à cette nouvelle fonction, après avoir travaillé pendant pas mal d'années dans l'armée, où vous avez eu bien sûr plusieurs fonctions. Mais en tout cas, êtes-vous un maire heureux? Est-ce que vous attendiez aux difficultés ou pas qu'on rencontre en tant que maire, et puis en plus un moment où vous avez pris vos fonctions en plein début de la pandémie? Alors, un maire heureux, oui, de facto, un maire, je pense, n'a pas le choix que d'être heureux, puisque c'est un petit peu la vitrine, il doit montrer l'exemple et c'est le moteur. Donc, si le maire se met à être malheureux, c'est compliqué derrière. Après, la difficulté, je me doutais bien que les choses n'étaient pas simples. Effectivement, cette crise vient se rajouter à une inexpérience de ma part et de la part de mon équipe, mais le challenge est d'autant plus passionnant du coup. Et puis on est en train du coup d'explorer toutes les voies, toutes les choses pour pouvoir aller mettre en place notre programme et puis et aussi évidemment se poser les bonnes questions sur la bonne jauge entre protection des gens et puis continuer à vivre ensemble.
on voit que la période n'est pas simple. Les habitants, cet hiver est compliqué et complexe avec ce Covid, et donc faut essayer le juste équilibre entre la protection des individus, mais également un semblant de vie pour pouvoir que les gens puissent garder le moral. Voilà. Est-ce que ça, vous le ressentez, que les gens ont perdu le moral? Est-ce que les gens appellent en mairie, viennent le dire à vos équipes? Comment ça se passe? D'abord, est-ce que vous pouvez nous rebrosser, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas Saint-Brice-sous-Forêt, combien il y a d'habitants, l'étendue géographique? Alors, Saint-Brice-sous-Forêt, il y a 15 000 habitants à peu près à Saint-Brice-sous-Forêt, et Saint-Brice est situé entre Sarcelles et Montmorency, de l'autre côté de la montagne, voilà. De la colline, de la oui. colline. C'est une ville à la campagne où il y a encore pas mal d'espaces verts, notamment à protéger, donc c'est une bonne chose. C'est je pense aujourd'hui un bon équilibre entre ville, campagne, urbanisation et espace de vie. Voilà. Une ville, je pense, comme beaucoup de monde aimerait les voir aujourd'hui. Voilà. Un petit poumon vert, malgré une densité certaine, puisqu'il y a quand même 15 000 habitants. C'est vrai que vous avez beaucoup de forêts de Montmorency qui est implantée dans la ville, finalement. Il y a également des champs, il y a également effectivement la forêt. Donc c'est une ville un peu atypique. Je dirais on est à la limite entre l'urbanisation dense qui est juste avant et une urbanisation un peu plus type campagne, comme il peut y avoir après dans l'ex-CCOPF. Voilà. Alors, vous avez, vous êtes enfin, nous sommes tous en pleine pandémie. Est-ce que vous ressentez justement ce mal-être dont on parle sur le moral des citoyens français, qu'ils soient notamment les chefs d'entreprise, mais aussi les salariés? Ouais, c'est palpable et évidemment. Alors, faut pas se focaliser uniquement sur les médias et la télé qui ont tendance à nous renvoyer beaucoup de négatifs, mais cependant, effectivement, on sent quand même une lassitude. Voilà, les gens commencent à nous dire que cette épidémie commence à être longue, puis l'hiver ne doit pas aider. On a la chance ou non, en tout cas, il y a eu beaucoup d'humidité cet hiver, il y a beaucoup plu. Surtout là, les 2 dernières semaines. Effectivement, donc ce qui doit non plus pas aider au moral des gens, mais j'espère qu'au beau jour, les gens vont retrouver cette énergie, ce dynamisme, et que les choses vont aller mieux. Et ce qui aidera aussi certainement dans cette crise, puisque si les organismes se portent bien, il y a aussi moins de chances d'attraper peut-être le virus. Espérons que tout le monde, en tout cas, se protège pour éviter d'attraper ce virus et ces nouveaux variants. Alors, autre sujet avec vous, Nicolas Leleux, si vous voulez bien. Vous êtes une ville atypique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez beaucoup d'espaces verts, la forêt, des agriculteurs et en même temps 15 000 habitants. Vous avez aussi la chance d'avoir un grand centre commercial. Donc, il a pu rester ouvert malgré les consignes. Alors, j'ai 2 zones d'activité aux 2 extrémités de la ville, dont une effectivement un peu plus vaste. La galerie marchande, a priori, il y a une demande de fermeture, mais on est en train de voir actuellement s'il est possible de la faire ouvrir, parce qu'en fait, il y a quelques locaux qui ne sont pas utilisés, et donc je pense que... on calcule mètre carré par mètre carré, en fait. Oui, c'est ça, qui complexifie un petit peu les choses. Donc si effectivement on prenait que les cellules occupées, je pense que le centre pourrait rester ouvert. Donc c'est ce qu'on est en train de voir avec à la fois les boutiques qui sont dans cette zone et la mairie en liaison avec évidemment la préfecture. Avec la préfecture, bien sûr. Donc pour l'instant, les centres sont fermés et vous attendez la décision du préfet, c'est ça? Tout à fait. Il y a une demande qui est partie là, c'est hier ou avant-hier. Et même les commerces alimentaires sont fermés? Non. Ceux-là peuvent rester ouverts. Oui. D'accord. Donc finalement, est-ce que pour vous, il faut redynamiser, quand vous avez pris, dans votre programme de Saint-Brice, vous parliez de redynamiser la ville. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous? Évidemment, c'était une période avant
avant pandémie, on ne pensait pas, bien sûr, qu'on allait en arriver jusqu'à ça. Mais maintenant, on sait qu'il faut s'habituer à vivre avec ce Covid, de toute façon, quoi qu'il arrive, même dans le futur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous redynamiser une ville comme Saint-Brice-sous-Forêt? Alors, il y avait deux volets dans la redynamisation. C'était le vivre ensemble, refaire un peu des activités tous ensemble, retrouver un semblant de vie tous ensemble. Et quand on parlait de redynamisation, on parlait du centre-ville, qui effectivement, on a la chance d'avoir deux zones d'activité, mais qui du coup ont tendance un petit peu à cannibaliser le centre-ville. Et l'idée, c'était de retrouver de notre hypercentre des commerces attractifs pour qu'on puisse faire revenir les gens. C'est aussi une volonté, hein, on le sent aujourd'hui que les gens ont envie un peu de proximité. Et quand on entend votre chronique au départ là, sur ce qui nous vient d'Inde, sur les E200, les E300, les E400, Le sésame et tout on se dit que additifs. finalement, si on pouvait consommer un peu plus local, peut-être que aussi on s'emporterait peut-être à la fois peut-être le portefeuille, à la fois l'environnement et notre santé s'en porterait pas plus mal. Donc c'est un petit peu cette dynamique qu'on a envie d'aider. On a commencé une première pierre en remettant un samedi matin le marché avec aussi des nouveaux commerces qui sont arrivés. Donc on va Parce qu'il n'y avait plus de marché à Saint-Brice. Alors, il y avait un marché le vendredi matin uniquement. Il y avait deux commerçants. Donc c'était un petit peu compliqué pour eux. Donc voilà, on a eu cette chance, on a saisi une chance, on a fait ça assez rapidement. Donc on est content puisqu'a priori ça marche bien. On a un bon retour des habitants. Pourtant la période en plein mois de décembre et en plein Covid n'était pas simple, mais finalement les gens jouent le jeu, donc c'était une vraie volonté, donc c'est bien. J'espère que ça va continuer, j'espère qu'on va pouvoir faire venir des nouveaux commerces, et c'est peut-être la première pierre à cet édifice de redynamisation de notre centre-ville. Donc pour vous, votre philosophie, c'est consommer local en fait. Vous êtes allé chercher des agriculteurs du Val d'Oise. On a aujourd'hui un fromager, un boucher, un poissonnier, un marchand de légumes. Voilà, effectivement, l'idée c'est d'avoir des gens des alentours et on va essayer, on travaille pas mal de pistes pour pouvoir continuer à avoir une offre un peu plus grande, et je pense que au fur et à mesure que les beaux jours vont arriver, de plus en plus de monde vont venir, et du coup ça devrait faire venir aussi des nouveaux commerçants. En plus, ça remet de la vie sociale, donc ça ne peut être que bien pour le moral de tous. Tout à fait. Nicolas Leleu, dans le cadre de la redynamisation de votre ville, vous parlez du cadre de vie. Vous vouliez aussi embellir et recréer d'autres lieux de vie. À quoi pensez-vous? L'embellissement, ça va passer par déjà essayer de faire quelque chose pour la propreté. C'est un fléau aujourd'hui dans beaucoup de villes, notamment les villes où il y a de la forêt ou des champs. On voit que ces décharges sauvages sont un véritable fléau. Donc il va falloir lutter contre ça. Il va falloir aussi lutter contre les incivilités courantes des gens qui peut-être petit à petit se laissent aller et jettent les choses sur le trottoir. Donc ça, il y a ce volet-là. Il y a le volet aussi embellissement. Ça sera aussi d'essayer d'avoir une ville un peu plus agréable. Notamment, on a pour ambition d'aller chercher, en tout cas, une deuxième fleur à la ville fleurie. Donc ça, c'est avoir un cadre sympathique. On a cette chance d'avoir beaucoup de parcs, beaucoup de verdure. Donc c'était essayer de le mettre en valeur. C'est important. Mais comment peut-on en fait lutter contre ces dépôts sauvages? Et c'est vrai, on les voit, des camionnettes ou des petits camions, souvent c'est quelquefois des gens du bâtiment même, c'est pas seulement des bouteilles en plastique, hein. Ils déposent leurs sacs de gravats. Qu'est-ce qu'on peut faire, surtout vous qui avez une grande étendue d'espace vert? Est-ce que, je sais pas, les systèmes de caméras, vous y pensez? Oui, on y pense fortement, effectivement. Bon, déjà, on va remettre en place des barrières pour limiter l'accès aux camions au site protégé. Et effectivement, on vient de recevoir une caméra mobile qui va nous permettre de surveiller les endroits un peu propices à ce genre de choses. L'idée vraiment, c'est de pouvoir prendre la main dans le sac. Et là, par contre,
ferons tout ce qu'il faut pour que ces gens arrêtent le saccage de notre environnement. Voilà. Merci Nicolas Leleu. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale si vous voulez bien, et puis on revient avec vous dans quelques minutes. Philippe, c'est quoi? Si vous voulez entendre la musique, il faut mettre vos casques. Les enfoirés maintenant. Ah. Il n'y a pas une police de l'environnement pour justement les décharges sauvages. Pardon? Il n'y a pas une police de l'environnement normalement pour les décharges sauvages. Bah ça, c'est chaque maire. C'est moi la police de l'environnement. Parce que nous, on a une place de dépôt, c'est un endroit où on stocke nos Ouais. en attendant de les passer entre la forêt et la Ouais. série. Vous devez être sacrément embêté aussi. On a 3000 tonnes de déchets. Ouais. Il y a des camions. Vous voulez vous allez intervenir. Comment vous faites, vous? Pour l'instant, ça s'entasse, ça s'entasse. Ouais. Je veux dire, Là, vous parlez de vous en tant que quoi? en propriétaire forestier. Aussi. Ah oui, d'accord. Mais ça nous sert, c'est une place de dépôt où on pose nos arbres entre la forêt et la scierie. Et ça sert à mettre des arbres, mais il y a de plus en plus de camions qui viennent vider, c'est une catastrophe. Ah, vous êtes dans quelle ville, vous, là, dont vous Alors là, parlez? on est en Seine-et-Marne, à côté de Crécy-la-Chapelle. D'accord. Ok. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Mais moi, l'autre jour, j'en ai pris un camion devant chez moi, et qui pratiquement, enfin, même pas 5 mètres, il s'arrête, une camionnette, il prend un sac blanc, vous savez, là, tissé, ouais, il le pose par terre. Je lui dis, c'est monsieur, ça va pas. Puis heureusement, j'avais mon téléphone à la main. Je lui dis, maintenant, vous remontez ça dans votre voiture, parce que sinon, je vous prends en photo, et j'appelle la police. Il était furieux après moi, évidemment. Il parlait à peine français. C'est ça qui est fou, c'est d'être furieux quand on dit aux gens, mais vous faites quoi là? Mais il y a des décharges. Oui, mais comme ils veulent pas payer, ils veulent pas payer. Oui, mais quand ils font les travaux, les artisans, ils facturent à leurs clients, la mise en décharge. Ouais. Tout à fait. Non, c'est vrai que c'est terrible. C'est un fléau, c'est vraiment un fléau. Sinon, vous, au niveau des finances de la ville, donc ça va pour vous? Comment vous faites cette année? On peut en parler au micro? On est en train de finaliser. Donc, il n'est pas fini le budget? Non, il n'est pas fini. D'accord. Nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. C'était donc un extrait des Enfoirés avec leur dernier titre. Maintenant, je vous rappelle que c'est pour soutenir les Restos du Cœur, donc achetez-le. Alors, juste avant, nous parlions avec Nicolas Leleu, le tout nouveau maire de Saint-Brice-sous-Forêt, des dépôts sauvages. C'est quand même une grave atteinte à nos espaces environnementaux. Et justement, vous aussi, Armand Delobrière, vous qui présidez une scierie, la SAS Reserve, vous qui faites de l'exploitation forestière, vous rencontrez le même problème. Oui, effectivement, en forêt, on a beaucoup de dépôts d'ordures sauvages, et entre autres, on a une place de dépôt, ce qui est un stock tampon entre la forêt et la scierie, où on met les grumes. On a très très régulièrement des dépôts sauvages, mais c'est des camions, des semi-remorques de pneus qui sont vidés, c'est des semis ou des camionnettes qui vident complètement. On a du mobilier, des gens qui mettent leur... et c'est dramatique parce qu'on n'arrive pas
alors c'est en pleine forêt, on n'arrive pas à attraper les gens et on ne sait pas comment évacuer ces dépôts. C'est un vrai drame écologique, quoi. On touche du En doigt, fait, il faudrait clôturer cet espace finalement pour que vous soyez tranquille. même clôturé, Même ils clôturé. le mettent en bord de route. Ils le mettent en bord de route. Vous prenez la forêt de Fontainebleau, je crois qu'il y a 15, alors c'était il y a peut-être eu 15 ou 20 ans, je crois qu'il y avait 15 tonnes d'ordures qui étaient vidées tous les week-ends, quoi. C'est un fléau, et on voit de plus en plus de dépôts sauvages le long des routes, etc. Et je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver une méthode pour qu'on arrive à arrêter ces incivilités. On va demander à Nicolas Leleu si lui, il a trouvé une meilleure solution que la caméra, finalement, comme on le disait tout à l'heure. Barrière, caméra, aussi des gens vigilants qui peuvent nous faire remonter. Puis après, c'est malheureusement. Donc il faudrait que les citoyens, dès qu'ils le voient, puissent soit prendre une ça arrive photo des fois, des de la citoyens plaque nous d'immatriculation. remontent, ouais, exactement. C'est une bonne chose aussi. On est tous acteurs de la protection de notre environnement et malheureusement, on ne peut pas être à tous les endroits en même temps. C'est ce qui complexifie effectivement les choses. Après, c'est vrai que c'est triste de voir que des gens se permettent ou pensent encore à pouvoir faire ce genre de choses. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre. Alors Nicolas Leleu, vous êtes donc le tout nouveau maire de Saint-Brice-sous-Forêt. Vous venez de l'armée, puisque vous avez travaillé pour l'armée pendant plus de 20 ans, vous avez occupé plusieurs fonctions, vous avez été sous-marinier, et puis vous êtes occupé des RH aussi. Expliquez-nous un petit peu votre parcours, et est-ce qu'il y a des méthodes, j'allais dire, est-ce qu'il y a des méthodes, oui, qu'on acquiert quand on a des fonctions à l'armée, qu'on peut mettre en place lorsqu'on est à d'autres fonctions, et notamment en tant que maire? Écoutez, effectivement, j'ai fait 18 ans dans la Marine nationale. J'ai fait une dizaine d'années aux forces sous-marines, à Lille-Longue d'ailleurs. À Brest. On échangeait avec Armand. Nous avons fréquenté le même endroit en même temps, donc on s'est croisés. Donc le monde est petit. Effectivement, pendant une dizaine d'années. Ensuite, je suis revenu en région parisienne, où j'étais patron d'un bureau de recrutement. Voilà, pendant quelques années, j'ai fini ensuite ma carrière à la direction du renseignement militaire pendant 2 ans à Creil. Ensuite, j'ai basculé dans le privé, dans le civil, où je suis rentré dans une entreprise du groupe Saint-Gobain qui s'appelle la plateforme du bâtiment, une formidable entreprise où là, effectivement, j'ai managé dans un premier temps et ensuite je suis passé au service des ressources humaines pour faire de l'accompagnement et du développement de compétences. Donc, je dirais que ce parcours, au-delà de méthode, m'a appris la polyvalence, m'a appris à essayer à m'adapter également. Et ça, effectivement, c'est fort utile aujourd'hui dans la fonction que j'exerce en tant que maire, puisqu'effectivement, il faut pouvoir s'adapter aux situations diverses et variées, et ça n'en manque pas. Surtout en ce moment, évidemment, c'est ça que vous voulez dire, bien sûr. Alors du coup, avec combien d'équipes, combien de fonctionnaires, combien d'agents y a-t-il à Saint-Brice pour gérer tout ce que vous avez à gérer? On a à peu près 260 agents sur la ville de Saint-Brice. Donc c'est une grosse équipe. Hein. Ouais, c'est une grosse équipe, effectivement, avec aujourd'hui un nouveau directeur qui est arrivé récemment, un nouveau directeur de cabinet également, et puis une équipe de direction qui est là depuis plusieurs années, donc qui nous aide quand même à la fois à redynamiser et en même temps à avoir une sorte de continuité dans les choses. Voilà. Est-ce que c'est long de rentrer dans les dossiers quand on ne connaît pas du tout, quand on n'a jamais été élu finalement? Les choses ne peuvent pas être longues puisque faut aller quand même rapidement sur les sujets. Après, évidemment, je ne suis pas tout seul, hein. J'ai mes élus qui m'aident énormément. J'ai des agents qui sont très investis et chacun porte ses sujets. Et du coup, on est en train de réfléchir sur l'ensemble des thématiques et c'est ça qui est passionnant et c'est ça qui est challengeant. Voilà. Après, les journées sont longues, mais elles sont fort agréables.
Et du coup, est-ce que vous trouvez, vous, en tant que jeune mère, qu'il faudrait qu'il y ait une formation, je ne sais pas, juridique, financière, pour pouvoir aller plus vite Ce serait dans la effectivement prise une de bonne connaissance idée, des dossiers? Quand on arrive à ces fonctions, au départ, on se sent un petit peu, on a du mal on a du mal à voir par où commencer, par où aborder les choses. Donc effectivement, avoir une formation rapide sur le côté légal, le côté comment bien se positionner, puisqu'aujourd'hui, un maire c'est quelque chose d'un peu hybride dans la société actuelle. Ce serait effectivement une excellente idée que d'avoir de penser à une sorte de formation. Oui, je vous en posais cette accéléré. question parce que vous... À la communauté d'Aglo, j'ai la chance d'être entouré de maires qui ont beaucoup d'expérience. Eux-mêmes le disent qu'effectivement, le rôle de maire s'est énormément complexifié au fur et à mesure du temps. Parce que déjà la communauté d'Aglo est entrée dans l'environnement, et puis qu'aujourd'hui on en demande toujours plus aux maires avec moins. Donc effectivement, faut gagner en agilité, il faut gagner en réflexion, il faut gagner en vitesse d'exécution. Et quand on commence, heureusement, on a une envie décuplée qui vient compenser un petit peu tous ces freins, finalement, toutes ces freins, difficultés. exactement, tout à fait, ouais. Et du coup, pour la ville de Saint-Brice-sous-Forêt, vous avez dit être plus agile. Ça veut dire quoi? Du nouveau matériel, des nouveaux logiciels, une nouvelle manière de fonctionner? Tout à fait. Peut-être plus de transversalisme. On dit en France qu'on est quand même assez cloisonné. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode, justement, vous qui avez été aux ressources humaines, est-ce qu'il n'y a pas une méthode qu'on met dans le privé, qu'on pourrait mettre dans le public? On est en train d'y travailler, il faut trouver effectivement ce juste équilibre, et puis il faut du temps pour installer des méthodes. Bien sûr. Mais on est en train justement effectivement de travailler la transversalité au sein des équipes et des agents. C'est primordial effectivement. Et on est en train aussi de repenser et d'essayer de redynamiser les choses en y apportant des petites touches. Voilà. Après, c'est vrai que c'est des choses qui demandent du temps, mais c'est l'objectif final, effectivement. Enfin, il y a des services incompressibles, bien sûr, j'imagine, le service scolaire. Alors, l'idée de la transversalité n'est pas forcément une idée de compression, mais plutôt de travail en commun sur des sujets qui, des fois, sont transverses et qui permettent peut-être, via des groupes de travail, via des choses, de trouver la bonne idée ou de se dire, tiens, effectivement, tu travailles sur ce sujet, moi cette compétence, on va travailler ensemble. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui, en mon sens, est une excellente chose. Est-ce qu'il y a des outils éventuellement informatiques, donc de nouvelles technologies, de l'IA comme on dit maintenant, qui pourraient être mis en place et qui ne sont pas faits en ce moment à Saint-Brice-sous-Forêt? Alors il y a deux choses au niveau de l'informatique. Donc déjà, la Covid nous a amené à accélérer fortement l'achat de matériel informatique pour que les gens puissent faire du télétravail de manière efficace. Donc ça, il y a eu un gros effort fin d'année dernière. Du coup, vous avez mis des agents, des fonctionnaires en télétravail? Évidemment. L'idée, la feuille de route, c'était la protection des gens, tout en sachant qu'il fallait évidemment que ça soit transparent pour la population et garder un accueil digne de ce nom. Donc on a travaillé en ce sens. Il y a des services qui sont assez facilement télétravaillables. Je pense aux services support notamment, comme dans les entreprises finalement. Donc ça, on l'a fait. On va continuer. Et puisqu'on parle de numérique, effectivement, on est parti sur des solutions un peu plus modernes, notamment d'outils de gestion des associations avec les lieux de location, avec le matériel qu'on pourrait prêter, avec aussi, nous sommes en train tous de travailler sur une application pour la ville, voilà, pour que les habitants puissent accéder aux informations plus facilement et puis finalement qu'ils aient un outil qui leur ressemble, quelque chose d'un peu interactif. Donc on est en train de travailler tous ces sujets. La réunion sur le logiciel des informations avait lieu hier. On continue
le travail en collectif sur l'application qui devrait arriver rapidement. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces innovations finalement. Donc j'ai bien noté qu'à terme, un nouvel outil va arriver où la population pourra immédiatement avoir ou des réponses ou poser des questions ou de nouveaux services pourront être proposés. Tout ça pour faciliter bien sûr le travail à distance et être en même temps plus proche des citoyens. Finalement, ça c'est quand même une très bonne idée. On va tout de suite changer de sujet. On va mettre en avant la seule scierie, l'unique scierie d'Île-de-France, avec vous, Armand Delobrière, car vous êtes le président de Rosaire, de la SAS Rosaire, qui existe depuis le XVIIIe siècle. Expliquez-nous un peu cette histoire incroyable, fantastique, j'allais dire, de cette scierie. Oui, alors, une des dernières scieries d'Île-de-France, on est la plus grosse scierie d'Île-de-France, donc à travailler plus de 1000 m3, puisqu'on passe à peu près 2500 m3 par an. Alors effectivement, ouais, c'est une entreprise qui a été montée par mon pluri-aïeul, Pierre Rézère, qui est arrivé en 1778 à Crécy-la-Chapelle pour y installer une fabrique de tonneaux. Et puis en 1820, il y a eu une épidémie de phylloxéra, donc il y avait plus de 20 tonneaux. Et ils sont passés sur les métiers d'exploitation forestière, et puis au fur et à mesure de scierie, et ça s'est transmis dans la même famille, c'est resté au Roi depuis cette époque, jusqu'à maintenant, où maintenant on a 3 activités. C'est une exploitation forestière, qui est la mobilisation du bois sur pied, pour le rendre bord de route, accessible en camion. Ensuite, on a une activité de scierie, où on transforme, semi-industrielle, plutôt une scierie artisanale. Et on a une troisième activité qui est le négoce de bois et matériaux à partir du bois. Donc là, c'est de l'achat en gros et de la revente en gros, semi-gros et détail de bois et matériaux issus du bois. Voilà. Donc c'est toujours cette culture et cette passion du bois qui nous anime depuis à peu près 230 ans. Vous êtes né dedans, vous? Oui, on est un peu né dedans. Là, ça fait 240 ans qu'on est dedans, effectivement. À quel âge vous avez commencé à vous intéresser Moi, mon papa m'emmenait en forêt depuis tout petit. J'ai fait des estimations avec lui une dizaine d'années. Et puis, j'allais à la scierie régulièrement voir un petit peu comment ça se passait. Et voilà, on est né dedans et je suis né avec. Et donc c'est tout naturellement que vous avez repris les rênes familiales, ou bien est-ce que au début vous êtes dit, comme beaucoup d'ados, bah non, moi je vais aller voir autre chose? J'ai fait un petit peu autre chose, j'ai fait plutôt à dominance scientifique, j'ai fait un peu d'armée, et puis je suis revenu après en 2001 sur Crécy pour apprendre un petit peu le métier de marchand de bois. Après, quand même, j'ai fait une école spécialisée dans le bois aussi, une école d'ingénieur à Nantes qui forme au métier du bois. Bien sûr, pour être plus professionnel ensuite en vue de reprendre. Un peu des bases un peu solides, quoi. Essayer d'avoir des bases solides, parce qu'on en apprend tous les jours, évidemment. Est-ce que c'est difficile l'activité justement du bois? Comment ça se passe? Que ce soit l'activité du bois, j'écoutais tout à l'heure passionnément. Il y a un vrai parallèle. Nicolas Leleu. Nicolas Leleu, pardon. Il y a un vrai parallèle entre la fonction de maire et puis le métier d'entrepreneur, avec une stratégie à définir pour sa ville, une stratégie à définir pour son entreprise, une équipe à manager, à diriger, voilà, les ressources humaines, et puis les tracas qu'on peut avoir administratifs, que ce soit dans une commune ou dans une entreprise. L'administratif prend de plus en plus de place avec des contraintes. Voilà, il faut être très cohérent. La réglementation qui est de plus en plus difficile, il faut être de plus en plus pointu sur certains domaines. Et effectivement, c'est passionnant, c'est vraiment challengeant. Le côté, alors moi ce qui m'intéresse, c'est le côté stratégique, savoir où est-ce qu'il faut être dans 10 ans. Le côté tous les jours, c'est là où on s'use le plus, quoi, finalement. C'est 90% de notre temps. Et voilà, l'intérêt, c'est vraiment la vision à long terme. C'est ça qui vous passionne, ouais, en fait. Parce que le quotidien, finalement, vous le connaissez et il faut le le traiter, mais... voilà, c'est régler les problèmes. C'est ce que je dis à mes collaborateurs. S'il n'y avait pas de problème, on n'aurait pas besoin de nous, on ne serait pas là. Donc voilà, mais maintenant, traiter des problèmes, c'est pas tous les jours. Il y a un moment où
agréable. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Ouais. Combien de personnes avez-vous à vos On est côtés? petit, on est une vingtaine de personnes. Voilà, donc c'est une taille un petit peu critique. On est trop petit pour être très très staffé. Et puis on est trop gros pour faire tout seul. Donc c'est un peu une taille un peu. Vous faites partie des entreprises de taille intermédiaire, on va dire. Voilà, c'est ça, où il faut être un peu au four et au moulin, effectivement. Alors, mais avant de parler justement de ce gros et magnifique investissement que vous voulez faire, j'aimerais quand même aborder le problème du bois en France, puisque on dit qu'il y a Enfin, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus que la demande s'accroît énormément, puisqu'on veut construire plus écologique? Est-ce qu'on a les forêts françaises pour le faire? Est-ce qu'on est obligé d'importer? Qu'en est-il du soi-disant, je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire, du soi-disant scandale sur la forêt de bois, puisque certains, même le président de la République en 2017, avait reconnu que l'achat donc de bois par les entreprises chinoises qui investissent dans la forêt du Limousin, par exemple, c'était quand même inquiétant, puisque les exportations de chênes en plus et de châtaigniers ont bondi de 35% vers la Chine. On a du mal, soi-disant, à fabriquer des meubles et des parquets. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent certains revendeurs. On serait passé de 50 000 tonnes en 2007 à 500 000 tonnes aujourd'hui. Alors, est-ce un scandale? Est-ce que c'est le jeu de l'économie? Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le jeu de l'économie. Qui est professionnel, Armand de l'Aubrière. C'est la loi de l'offre et de la demande. Mais je dirais que c'est un problème qui est plus français, qui est plus industriel. Pendant 40 ans, on n'a pas eu de politique industrielle en France, grosso modo. Enfin, moi, je l'analyse comme ça. Après, on a une forêt qui est morcelée. C'est-à-dire, vous prenez les forêts des pays nordiques, c'est des forêts monospécifiques, très grandes, avec des trusts, c'est-à-dire qu'il y a une papeterie qui va utiliser certains produits issus de la forêt, et puis après les bois un petit peu plus gros, ils vont passer en scierie, et puis on va faire du contreplaqué avec le reste, etc. Mais ils ont une forêt qui est monospécifique, et avec des grandes parcelles. En France, on a une forêt qui est extrêmement morcelée, qui est hétérogène, que ce soit en essence ou en dimension de parcelle, avec une moyenne les chiffres, je ne les ai pas révisés, je vais être très, très franc avec vous, mais ce sont des toutes petites propriétés forestières. Donc pour faire de la sylviculture, c'est compliqué. Donc on a une industrie qui est à l'image de la forêt, c'est-à-dire hétérogène et morcelée. C'est en train un petit peu, depuis quelques années, les toutes petites scieries disparaissent, les grosses amplifient et deviennent réellement industrielles. Et on a une industrie qui est à l'image un petit peu de la matière première. Et quand je disais que c'était un problème français, c'est un problème industriel. Que ce soit en termes de formation, en termes d'image, les métiers industriels, c'était sale, ça fait du bruit, etc. Donc on a eu du mal à recruter et à avoir de la jeunesse pour dynamiser un petit peu nos entreprises. Est-ce que c'est en train de revenir, vous pensez, là? Est-ce qu'on est en train de prendre un tournant avec notamment peut-être qu'on s'aperçoit le plan de relance que finalement, produire français, produire en France, c'est bien parce que ça crée de l'emploi, parce que ça crée de l'emploi qui est de plus en plus qualifié. C'est-à-dire dans une industrie, on peut avoir et des emplois qualifiés et des emplois non qualifiés. Il y a des personnes qui n'ont pas de qualification. Il faut quand même faut qu'ils aient l'honneur de pouvoir travailler. Donc il faut qu'on puisse leur proposer un emploi qui corresponde à leurs compétences. Et il n'y a pas de petits travaux. Je veux dire, chacun a son utilité dans une entreprise. Bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce problème du bois? Vous avez dit qu'il y a trop de petits sylviculteurs. Est-ce qu'on pourrait réunifier les parcelles? Si vous voulez faire du remembrement, je veux dire, après c'est du remembrement ou grouper les propriétaires forestiers pour avoir une politique forestière qui soit un petit peu globale. Après, est-ce que ce serait possible pour vous? Est-ce que si le gouvernement le souhaitait, on pourrait regrouper les petits... Quand même, puisque non, mais on pourrait très bien réunir les petits propriétaires et qu'entre eux, ils discutent de qu'est-ce qu'il faut planter comme essence, pour faire quoi? Est-ce que ce serait possible? Ça, franchement, j'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce que tel propriétaire va vouloir... finalement ne plus être maître chez lui et plus pouvoir faire ce qu'il veut chez lui, je ne sais pas. C'est pas moi qu'il faut poser la question. Je pense que ça serait une bonne idée d'arriver à avoir un petit peu une politique forestière un petit peu plus globale, une politique sylvicole, pour pouvoir après, de facto, avoir une industrie qui suit derrière. Alors justement, où en est la demande de bois? Quelles sont les demandes que vous avez Alors, en
je les vois à travers mes deux casquettes, que ce soit de sieur ou de négociant en bois. La construction bois, c'est principalement fait avec des résineux qui sont calibrés, qui sont standardisés. Ça vient principalement des bois du Nord, et puis après l'Est de la France, et puis le Morvan, où on produit des résineux. On n'a pas donc assez de résineux en France pour répondre à la demande française de construction en bois, c'est ça que vous voulez dire? La majeure partie de la forêt française, c'est quand même du feuillu. Donc après, à nous d'être inventifs, créatifs, et de trouver des utilisations à ces essences qui sont sous-exploitées, certainement. On pourra peut-être après apporter des solutions qui sont quand même économiquement bien, parce qu'on peut construire en chêne. Regardez les immeubles à pans de bois à Paris, c'est fait avec du chêne. Il y en a beaucoup. J'ai des clients qui font de la restauration d'immeubles à pans de bois à Paris. Je leur livre du chêne tous les jours. Simplement, il est traité particulièrement? Non, c'est pas le même coût, ça n'a pas le même coût que du résineux. Donc on regarde en bas à droite. On regarde le prix, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, en bas à quand on droite. achète une maison, qu'on fait construire sa maison, on regarde que, effectivement le budget, c'est quand même important. Mais à nous d'être inventifs, créatifs, pour trouver des solutions. Il y a plein d'essences qui sont sous-exploitées, le hêtre par exemple, le peuplier, on en utilise quand même beaucoup dans la fabrication de panneaux. Mais il y a des sous-essences forestières qu'on n'utilise absolument pas, et je suis persuadé qu'on pourra en faire. On exporte beaucoup de frênes sur l'Asie. Pourquoi on n'arriverait pas Pourquoi eux l'utilisent et pas nous, c'est ça que vous voulez dire? Par exemple, pourquoi eux l'utilisent. Et donc là, finalement, ça serait aussi des labos de recherche qui pourraient travailler sur ces thèmes, c'est ça que vous voulez souligner? Oui, je pense, et puis il faut qu'on se remette en question. Moi, le premier, c'est pour ça que j'ai un projet de série, d'avoir un outil compétitif, qui soit réactif, compétitif, pour pouvoir proposer des produits à des prix qui soient cohérents vis-à-vis d'autres matériaux. Alors justement, parlons-en de votre projet, c'est pas rien. Vous voulez acquérir une nouvelle ligne de scierie 4.0 pour développer une économie circulaire. Vous allez investir plus de 6 millions d'euros. D'ailleurs, vous avez obtenu un soutien de la région Île-de-France. Tout à fait. Alors, Alexandra Dublanche est venue visiter la scierie au mois de juillet, et on a déposé un dossier pour essayer de redynamiser, de refaire une filière un petit peu francilienne du bois. Donc la scierie 4.0, c'est un petit peu le syndrome Amazon. Moi, je vois mes clients, ils sont tous atteints du syndrome Amazon. qu'est-ce que c'est pour vous le syndrome Amazon? C'est 3 clics et 48 heures dans la boîte aux lettres. Ah oui. Voilà. Sauf qu'un chêne, ça met 200 ans à pousser, donc il y a un petit peu de contradiction. Enfin, je grossis le trait, Bien sûr. évidemment. Mais voilà, c'est d'avoir un outil industriel qui permette de répondre à une demande qui est très très rapide. Moi, je travaille beaucoup localement. Effectivement, mes clients, ils sont sur l'échafaudage, ils m'appellent, ils me disent Armand, il me faut telle pièce de bois, telle pièce de bois, telle pièce de bois. Mais il nous les faut dans 3 jours. Et ça, C'est difficile c'est avec vos compliqué. outils actuels? Avec les outils actuels, oui, c'est compliqué, quoi. Donc, l'idée de la série 4.0, c'est d'avoir une liaison qui est automatique entre le bon de commande et la sortie du produit. Donc ça vient se mettre directement dans les ordinateurs, on optimise le rendement matière pour avoir le moins de... Donc c'est de la commande numérique en fait? Tout est numérique, ouais, finalement tout est numérique. Et après, la commande sort avec un code barre dessus, et voilà, tout est identifié, etc. Parce que là, on fait tout à la main, il faut mesurer chaque pièce de bois, il faut que le cariste il sache que telle pièce de bois va être sur telle commande, etc. Enfin, je veux dire, ça fait perdre du temps. Oui, ça fait perdre du temps, et puis voilà, c'est des super caristes, quoi, parce qu'il faut qu'ils sachent lire les bons de commande, qu'ils sachent les analyser, qu'ils sachent prendre des mesures, qu'ils voient si on a fait des multiples ou pas des multiples en termes de longueur. Enfin, il y a une véritable réflexion, c'est pas juste un manutentionnaire, il y a une vraie valeur ajoutée. Alors cette nouvelle, j'allais dire usine, enfin ligne de scierie 4.0, ça veut dire que vous changez des machines de base qui coupent, ou bien vous adaptez simplement des outils numériques? Vous changez tout. L'outil est complètement obsolète, il a été monté par Papa en 1960. Donc là, je crois qu'il a fait son temps maintenant. Et puis, voilà, il n'est plus adapté. Si je change une partie de l'outil, il faut que je change tout, puisque je ne peux pas rentrer. C'est une histoire d'entonnoir. Si j'ai un outil qui est surpuissant, puis derrière on n'arrive pas à traiter, on n'arrivera pas à avancer. Là, il faut vraiment repartir de zéro. Et puis dans la conception même de la façon de travailler, si vous voulez. Ça, c'est un outil, l'outil actuel, où on a principalement des produits standards, etc. Là, on ne fera pratiquement que du sur-mesure.
Donc ça, c'est en fait, c'est aussi un aspect, c'est l'adaptabilité, l'agilité dont C'est on ça, parle en ce moment. c'est Ça vous exactement permet ça. d'être agile D'être beaucoup et plus de rapide. pouvoir faire De coller à la n'importe demande, quoi. De coller à la demande le plus rapidement possible. Puisque finalement. Oui, parce qu'avant, faut vous rapporter disiez, un- ah non, attendez, aujourd'hui, je suis sur tel Voilà, type c'est d'essence. ça. Non, je peux pas. On verra ça dans 10 jours, quoi. L'idée, c'est de raccourcir les délais et coller au plus près de la demande. Mais alors, expliquez à nos éditeurs combien en mètres et en taille. Expliquez un peu qu'est-ce que c'est qu'une ligne de scierie 4.0. C'est un bâtiment qui fait 85 mètres de long, 30 mètres de large. Il y a 3 machines dedans. Enfin, ça va tourner avec 5 personnes, avec des robots empileurs automatiques. C'est-à-dire qu'au lieu de. Voilà, on va faciliter aussi la tâche des opérateurs, puisqu'ils vont plus apporter à retourner les bois. Ça va se faire un petit peu comme dans une usine d'automobile, hein, puisqu'en fait, ce sont des robots, ce qu'on a prévu de mettre, c'est des robots automobiles qui, en fin de vie, en fin de vie automobile. Enfin, qui sont plus utilisés dans l'automobile, en Qui fait. sont plus aptes à être utilisés en automobile et qui vont être mis en bout de chaîne. Adaptés et pour la réadaptés scierie. Pour pouvoir attraper les pièces de bois et les répartir sur les différentes commandes. Et donc ça, ce sont des machines qui viennent d'où? C'est du Made in C'est France? français, c'est Made in France. On travaille avec un acteur qui s'appelle Finega. L'usine est à 50 km, à côté à Dormont, pour être précis, qui est pas très loin de Reims, sur l'autoroute A4. C'est à une petite heure de Crécy-la-Chapelle, là où on est situé. Donc voilà, on va essayer de mettre ça en place. Et puis voilà, on va avoir du matériel français qui est fabriqué en France. Et pour travailler les bois de l'Île-de-France pour le marché de l'Île-de-France en partie. Qu'est-ce que vous visez comme marché? C'est plutôt le marché de la construction? Oui, principalement la construction, que ce soit la restauration, entre autres sur l'Île-de-France, sur Paris. Il y a la réfection des lycées aussi en Île-de-France, où il y a beaucoup de bois. On a beaucoup travaillé avec la ville de Rosny, sous bois, pour la réfection des lycées. On travaille aussi beaucoup les aménagements paysagers, les aménagements de berges, les travaux hydrauliques, etc. Est-ce que ça veut dire à terme des nouveaux jobs chez vous dans le futur? Forcément, que ce soit en direct ou induit, puisqu'on va mobiliser un petit peu plus de bois. Donc il faudra plus de bûcherons, plus de débardeurs, plus de transporteurs. Et puis nous derrière, si on veut monter un petit peu une filière bois en Île-de-France, il faut qu'on ait les deux pieds pour pouvoir marcher, quoi. Et les deux pieds, c'est la scierie. Et après, au fur et à mesure qu'on arrivera à mobiliser la matière première francilienne, et on essaiera de la transformer de plus en plus pour peut-être après arriver à la fabrication de produits pour la construction, type bois d'ossature, dans des essences locales, pourquoi pas du peuplier, pourquoi pas d'autres essences, faire des planchers forts, le charme par exemple, qui est une essence qui n'est absolument plus utilisée, mis à part en bois énergie, alors que c'est un bois qui est extrêmement dur pour faire des planchers d'usine, des planchers durs. Ça ne peut pas être utilisé dehors parce que ça n'a pas de résistance aux agents pathogènes, mais on peut l'utiliser En intérieur. En intérieur, tout à fait. Et ça, c'était des choses que faisaient nos anciens qu'on ne fait C'est plus des actuellement. choses, par exemple, les billots de boucher étaient faits en charme. Donc en fait, c'est des savoir-faire perdus finalement, des connaissances perdues. Je ne sais pas si ce sont des connaissances perdues, mais c'est ou certainement une méconnaissance où on a cherché un petit peu peut-être la facilité, parce que des bois bien faits, du chêne, des résineux, du frêne, qui sont des bois peut-être un petit peu moins tordus, un petit peu moins compliqués à travailler que les autres essences. On les a peut-être a fait qu'on a peut-être laissé ces autres essences de côté, alors que il faut leur trouver une utilité. Elles sont là, elles sont mûres. Une forêt, c'est comme un champ de blé. Quand la forêt est mûre, il faut la récolter parce que sinon, ça ne finira pas pour être sur pied. Et ça, c'est vraiment dommage. Et du coup, vous vous dites combien vous pensez quel est le pourcentage, vous pensez, de forêts françaises qu'on n'utilise pas, qu'on pourrait utiliser? Alors, la récolte française, je crois qu'on est autour de 80 millions de mètres cubes récoltés en France. Et je crois qu'on récolte la moitié de la pousse, si vous voulez. De l'accroissement naturel, on récolte la moitié de l'accroissement naturel. Donc on a encore de la marge. Donc en fait, on n'est pas en manque de bois finalement, contrairement à ce que disent d'autres. La forêt française actuelle est au double de la surface qu'elle faisait au moment de la deuxième révolution industrielle. Donc on a de la marge en fait, et vous, pour votre activité, vous n'avez pas de souci d'approvisionnement finalement. Pas de souci d'approvisionnement, et puis ça permettrait peut-être de travailler les bois qui partent à l'export. Si
on a un outil qui est précis, qui est compétitif, etc., peut-être qu'on arrivera à... Peut-être que les sylviculteurs accepteraient de vous vendre dans leur bois au lieu d'aller le vendre à la Chine, c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire, après, vous savez, c'est loi de l'offre et de la demande, comme tout le monde, hein, ils Bien vendent sûr. à plus offrant. Donc si on arrive à se rapprocher de nos concurrents aux achats pour les bois qui partent à l'export, peut-être qu'on arrivera à se placer, mais je le souhaite. Alors, Armand Delobière, investir 6 millions d'euros, c'est pas rien dans cette nouvelle ligne de production. C'est pour quand et comment financièrement avez-vous fait? Est-ce que ça a été difficile de trouver... C'est pas encore complètement bouclé, c'est difficile. On a une grosse aide de la région, c'est très clair. Maintenant, je discute avec mes partenaires bancaires pour savoir combien, comment et avec eux pour savoir boucler le budget. Bon, pour l'instant, c'est plutôt bien parti, enfin, je le souhaite. J'ai un de mes partenaires qui est d'accord pour une partie. Il faut que je trouve encore du financement. Donc, il faut faire un appel aujourd'hui à des financeurs. C'est mon boulot de chef d'entreprise d'aller présenter mon projet et puis de montrer que c'est bien parce que objectivement, je pense que c'est vraiment viable. Il y a un réel besoin et les gens consomment de plus en plus local et il y a une vraie demande là-dessus. Il y a des vrais projets en Ile-de-France sur la construction de bois. Donc, c'est un projet qui a toute sa place. Après, et des business angels dans ce domaine, ça existe? Je me suis pas porté là-dessus parce que voilà, c'est un peu mon bébé, donc j'ai envie de voir, voilà, j'ai envie de me débrouiller un petit peu par mes propres, je suis un grand garçon, et me débrouiller par mes propres moyens. Donc le système bancaire classique, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça. Ça demanderait un amortissement sur combien d'années? Alors il y a la partie bâtiment, ça s'amortit en général sur une quinzaine d'années, et puis le matériel, on va essayer de mettre ça sur 5-7 ans pour pouvoir... oui, c'est rapide. Oui, c'est rapide, donc si vous voulez, c'est de l'industrie lourde hein, quand même, la scierie, on essaie d'être précis au 10e de millimètre avec des bouts de bois qui font 3 tonnes. C'est secoué, voilà, c'est vraiment du matériel sophistiqué, costaud, avec des rentabilités qui sont 3-4%. Donc il faut être quand même assez précis. Il faut être assez précis évidemment pour que l'équilibre financier de la société soit réaliste. Que ça soit réaliste, avec des fluctuations comme on peut avoir. Enfin, s'il y a des partenaires financiers qui nous entendent aujourd'hui et qui voudraient investir avec vous, ils peuvent vous appeler, je suppose. Oui, ils peuvent m'appeler. Alors comment on fait pour vous contacter? Il faut aller sur le site Réserve, Scierie Réserve sur Internet et normalement on tombe chez nous. On tombe chez vous tout simplement. Pareil, si vous avez, quand des gens recherchent un boulot, vous avez dit que vous pouviez même utiliser des gens qui ne sont pas formés. Pareil, on va sur le site internet, c'est comme ça qu'on vous contacte? On peut, pour l'instant j'ai le personnel qu'il me faut. C'est difficile hein, parce que ce sont des travaux, et je les salue tous, parce que ce sont des travaux qui sont difficiles. On est dans l'agricole, ça fait du bruit, il y a la poussière, on est presque dehors, il fait froid l'été, il fait chaud. Il y a de la terre, voilà, mais c'est un matériau qui est extrêmement, voilà, qui est passionnant, qui est plein de vie. Ça, on sent que vous êtes passionné, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait part de tout et de nous avoir fait rêver, parce qu'on est quand même rassuré grâce à vous, sur le bois et sur l'indépendance, j'allais dire, et la souveraineté de la France, parce que c'est quand même ça qui est important, n'est-ce pas, Nicolas Leleu? Ouais, tout à fait. On parlait de consommer local, ben voilà, on voit qu'une fois de plus, on se rejoint sur pas mal de choses. Non, mais c'est évident. Moi, pour ma petite expérience, quand j'étais donc à la plateforme du bâtiment, je m'occupais de l'univers de la menuiserie. Effectivement, c'est vrai que on sentait que, en tout cas, nos fournisseurs avaient du mal à avoir la matière première. Donc, quand on voit ça, bah, c'est formidable. Bravo, en tout cas. C'est bien, puis de réindustrialiser. J'ai cru comprendre que c'était à la fois dans les idées de nos dirigeants et dans l'air du temps, que c'est une bonne chose. On va recréer de l'emploi, on va recréer quelque chose de la richesse. Voilà. Et comme disait Armand, effectivement, ça va à la fois créer des emplois à haute technicité et aussi des emplois que tout le monde peut exercer, et il en faut évidemment. On est tous, je vais parler à l'ancien marin également, on est tous le maillon d'une chaîne finalement, et chacun a son importance dans la réalisation d'un projet en fait.
Et je sais que pour vous, Nicolas Leleu, les emplois des jeunes en particulier, ça vous importe? Oui, c'est ça, les emplois des jeunes, mais pas que, hein, aussi. Éventuellement la réinsertion professionnelle, j'ai cette compétence à l'agglomération. Il y a aussi aujourd'hui une problématique sur les quarantenaires qui voudraient changer d'univers. Souvent, 40 ans, c'est un âge fatidique où on se remet en question. C'est comment on aide les gens à retrouver autre chose, une dynamique, et on voit bien que la crise, effectivement, elle vient impacter tout ça. Il y avait une question d'ailleurs, il y a 2 jours, on était à l'aglo tous ensemble, il y avait une question sur ce sujet, et donc on va essayer de porter tout ça et d'accompagner de manière sereine et d'aider les gens. C'est aussi exactement dans sa dynamique, c'est de se dire, aujourd'hui, on a beaucoup d'habitants de notre communauté d'agglomération qui va travailler sur Paris, c'est comment on arrive à créer de l'emploi sur notre agglomération pour faire de notre agglomération à la fois évidemment le lieu de vie, mais aussi le lieu où les gens travaillent pour pouvoir sédentariser un peu plus les gens. C'est dans l'air du temps, on parle de télétravail, on parle de ce genre de choses, je pense que ça va exactement dans cette dynamique. Mais en même temps, on voit que les recruteurs, dès qu'on passe l'âge de 40 ans, ça y est, on est trop vieux, on n'est plus bon à rien, donc ça va être difficile. Ouais, j'espère que les choses sont en train d'évoluer, je pense, j'ai quand même l'impression, en tout cas je l'espère, je le souhaite. C'est une véritable démarche d'aménagement du Armand Delobrière. Pardon. C'est une véritable démarche d'aménagement du territoire, je trouve, d'essayer de refaire des points industriels un petit peu excentrés des grandes agglomérations. Ça permet un petit peu de redynamiser nos tissus ruraux. Mais justement, vous qui voulez donc obtenir cette entreprise 4.0 en investissant dans ce matériel qui coûte quand même 6 millions d'euros, est-ce que vous pourriez faire appel aux prêts garantis par l'État finalement pour vous aider à boucler votre budget? Le prêt garanti par l'État, c'est un système qui a été mis en place pour faire face aux imprévus du Covid, entre autres, je peux vous dire. Entre autres, mais il y a le plan de relance, donc oui. Dans ce cadre-là, vous pourriez aussi faire appel. On pourrait faire appel, effectivement. Mais ça, non? Vous n'y avez pas encore pensé? Alors, moi j'ai eu des subventions pour dans la démarche de la continuité de l'activité. Non, c'est la subvention qui m'est octroyée pour la série 4.0, c'est dans le cadre du plan relance industrie. Mais ça, c'est dans le cadre de la région Île-de-France, ce qui n'est pas pareil que le plan de relance de l'État pour l'industrie. Pourquoi pas? Non, je ne me suis pas encore penché sur le sujet. Et vous avez fait appel aux aides de l'État pendant la pandémie. Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Comment ça s'est passé? Donc, je disais qu'on a 3 activités, exploitation forestière, la scierie et puis l'activité de négoce. Dans cette activité de négoce, on a 30% de notre clientèle qui travaille dans l'événementiel. C'est-à-dire la fabrication de stands pour toutes les expositions, etc. Donc la saison démarre en février, on a rentré les gros stocks en janvier, et eux ont été plus qu'impactés. Je veux dire, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Que ce soit chez eux ou après d'autres clients qui font des aménagements pour les grands magasins à Paris, pour les hôtels, les restaurants, etc. Eux, pareil, ont été complètement stoppés. Nous aussi. Très compliqué pour eux. Et on a rebondi sur autre chose. Et du coup, vous avez pu compenser un petit peu? Oui, on a compensé. On avait déjà entamé un virage pour se réorienter plus sur l'aspect construction. Et puis on a ouvert un magasin, un libre-service, le groupement Gédibois, qui est le pendant bois de Gédimat, où on a touché un petit peu plus de particuliers, etc. Et aussi avec la scierie, on a touché un petit peu plus de particuliers justement au local, en consommant local, ce qui nous a permis un petit peu de limiter la casse. Donc ça veut dire qu'on peut venir en tant que particulier à vous acheter vos produits? On ne fait pas tout, il ne faut pas venir avec une photo de magazine en disant je veux ça, parce qu'il y a beaucoup plus de travail sur... Parce que vous n'êtes pas ébéniste, c'est ça que vous voulez dire? On n'est pas ébéniste, on n'est pas menuisier, on a des idées, on a des savoir-faire. Après, on travaille avec tout un tas de clients qui ont des vrais savoir-faire vraiment magnifiques, qui sont capables de réaliser ça. Maintenant, toute peine mérite salaire. Menuisier, et c'est pas gratuit non plus, il faut être réaliste. Son travail doit être récompensé à la hauteur de ses compétences. Et chacun son métier finalement, mais vous fournissez quand même l'outil, la matière première indispensable pour faire tout ça. Et puis après, on fait travailler. On va peut-être un peu redire où est ce magasin, Arnaud Delobrière. À Crécy-la-Chapelle, en Seine-et-Marne, à 15 km de Rodisney. Donc finalement, en conclusion, Armand Delobrière, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont vos besoins immédiats?
un peu de visibilité, ça c'est comme tout entrepreneur, c'est avoir un petit peu de visibilité sur ce qui va se passer dans les prochains mois et les prochaines années, parce que là c'est quand même un gros flou artistique, on ne sait pas quelle va être l'activité, on est lié à la construction, alors les élections municipales ont été retardées, donc les pluies ont été retardées, donc les mises en chantier ont été retardées. Est-ce que tout ça, ça va se rattraper ou est-ce qu'on va avoir un gros creux dans le bâtiment? On ne sait pas. Est-ce que les expositions vont repartir? Est-ce que ça ne va pas repartir? Les modes de consommation, est-ce qu'ils vont changer ou est-ce que ça ne va pas changer? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, ce serait le premier truc, ce serait de la visibilité. Et puis après. Donc ce que vous demandez à l'exécutif, finalement, c'est de donner un certain espoir et une certaine stabilité. Oui, ce serait ça, un peu de stabilité et puis un peu de visibilité. Maintenant, ils ne sont pas Madame Soleil non plus, donc c'est, je pense, compliqué pour eux aussi voilà, tous les jours. C'est compliqué pour tout le monde. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde et tout le monde voudrait un petit peu prendre l'air, avoir une bouffée d'oxygène. Maintenant, à nous, qu'on soit maire ou chef d'entreprise, de tirer la charrue. Bien sûr. Et justement, donc, cet investissement de 6 millions d'euros pour faire la ligne de Sciery 4.0, c'est pour quand pour vous? Eh ben, les dernières tractations sont en cours. Je pense que d'ici 2 mois, je saurai si le projet se fait ou ne se fait pas. Voilà, c'est si simple que ça. Donc voilà, bah écoutez, vous reviendrez nous le dire dans quelques mois. On sera ravis de pouvoir voir avec vous ce beau projet que cette Sciery 4.0. Merci en tout cas à tous les deux pour votre participation au bar de l'économie. C'était notre dernière avant les vacances scolaires qui démarrent lundi. Donc du coup, je suis désolée, mais je vous retrouve en mars maintenant. Ciao, ciao à tous. Bonne journée, très bon week-end. Faites bien attention à vous. Portez-vous bien et protégez-vous du Covid. Bonne journée. Bye bye.